Vous croyez connaître l'Égypte ancienne, les pyramides majestueuses, les momies dans leurs sarcophages dorés, les pharaons divins régnant avec sagesse éternelle. Détrompez-vous, ce que je vais vous révéler ce soir va complètement changer votre vision de cette civilisation, car derrière les murs des palais, loin des regards du peuple, se déroulaient des rituels si scandaleux que les scribes n'osaient les coucher sur papyrus, des pratiques qui feraient rougir vos soirées les plus folles. Alors installez-vous confortablement, car l'histoire que vous allez entendre défie tout ce qu'on vous a enseigné sur l'Égypte des pharaons. L'air du soir est lourd sur Thèbes. Vous marchez dans les couloirs de grès du palais royal. Vos sandales claquent doucement sur les dalles polies. Les torches projettent des ombres dansantes sur les fresques colorées qui racontent les victoires glorieuses du pharaon Florent Manodou. Mais ce soir, ces murs vont être témoins d'une toute autre histoire. Vous êtes Antoine Griezmann, scribe royal de confiance, et vous venez d'être convoqué par votre maître pour une mission des plus particulières. Votre tablette d'argile sous le bras, vous vous dirigez vers les appartements privés, là où même les plus hauts dignitaires n'osent s'aventurer sans invitation expresse. Antoine, la voix du pharaon, résonne dans l'antichambre tapissée de soie. Florent Manodou vous attend, mais ce n'est pas le souverain majestueux que le peuple acclame. Non, c'est un homme de chair et de sang, aux yeux rougis par la fatigue, et quelque chose d'autre que vous n'arrivez pas encore à identifier. Mon pharaon, murmurez-vous en vous inclinant profondément. Laisse tomber le protocole ce soir, mon ami. J'ai besoin de ton aide pour, disons, organiser une soirée spéciale. Son sourire ressemble à celui de la vache qui rit, figée et un peu artificielle. Une soirée spéciale? Vous connaissez Florent depuis des années, depuis l'époque où il n'était qu'un prince parmi d'autres. Vous l'avez vu grandir, apprendre les arts de la guerre et de la politique, mais jamais vous ne l'avez vu dans cet état d'excitation nerveuse. Que puis-je faire pour vous servir? Il se lève de son trône personnel, une version plus modeste de celui qu'il occupe pendant les audiences officielles. Ses gestes sont saccadés, comme s'il luttait contre une impatience qu'il ne peut plus contenir. Ce soir, nous recevons des invités très particuliers, des prêtres de Memphis, des marchands de Nubie, quelques généraux triés sur le volet, et nous allons leur offrir une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Vous sentez un frisson parcourir votre échine. Dans vos fonctions de scribe, vous avez été témoin de bien des secrets du palais, les tractations politiques, les alliances secrètes, les complots de cour. Mais quelque chose dans la voix de Florent vous dit que cette soirée sera différente de tout ce que vous avez connu. Quel genre d'expérience, mon pharaon? Tu verras bien. Mais d'abord, j'ai besoin que tu ailles voir Gaël Monfils, au temple de Ra. Dis-lui que c'est pour ce soir. Il comprendra, et assure-toi qu'il apporte tout ce qu'il faut. Gaël Monfils, le grand prêtre de Ra, un homme respecté de tous, réputé pour sa piété et sa sagesse. Que peut-il bien avoir à voir avec cette mystérieuse soirée? Et surtout, qu'est-ce qu'il doit apporter? Ensuite, continue vers les cuisines. Demande au chef de préparer les amphores spéciales, celles qu'on garde dans la réserve secrète, et fais en sorte que personne ne pose de questions. Des amphores spéciales, votre curiosité s'aiguise. En tant que scribe royal, vous connaissez chaque recoin du palais, chaque réserve, chaque cachette, mais vous n'avez jamais entendu parler d'amphores spéciales gardées dans une réserve secrète. Et pour finir, va voir Teddy Riner. Dis-lui de poster ses hommes les plus discrets autour du palais. Personne ne doit entrer ou sortir sans mon autorisation directe. Personne. Teddy Riner, le chef des gardes royaux, un géant au cœur loyal, mais qui ne plaisante jamais avec la sécurité. Si Florent fait appel à lui pour verrouiller le palais, c'est que cette soirée implique des enjeux considérables. Vous hochez la tête, mais une question vous brûle les lèvres. Mon pharaon,
Puis-je savoir pourquoi tant de précautions? Florence s'approche de vous, et pour la première fois, vous remarquez ses pupilles légèrement dilatées. Parce que ce soir, Antoine, nous allons faire quelque chose que les dieux eux-mêmes pratiquent dans l'intimité de leur temple céleste. Quelque chose que le peuple ne doit jamais découvrir, car cela remettrait en question tout ce qu'il croit savoir sur nous. Votre sang se glace. De quoi peut-il bien parler? Quel secret si terrible que même les dieux le cachent? Tu sais, Antoine, être pharaon, c'est porter le poids de responsabilité que tu ne peux même pas imaginer. Chaque décision, chaque geste, chaque parole est scrutée, analysée, interprétée. On attend de moi que je sois parfait, divin, infaillible. Mais parfois, j'ai besoin de redevenir simplement humain. Ces mots résonnent dans votre esprit, tandis que vous quittez les appartements royaux. Redevenir humain, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour un homme qui est censé être un dieu vivant? Votre première destination est le temple de Ra. La nuit égyptienne vous enveloppe de sa chaleur moite, et les étoiles brillent avec une intensité qui semble presque surnaturelle. Le temple se dresse devant vous, imposant dans l'obscurité, ses colonnes massives se détachant contre le ciel étoilé. Gaël Monfils vous reçoit dans sa cellule personnelle, une pièce spartiate où seuls quelques rouleaux de papyrus et une statue de Ra décorent les murs nus. Le grand prêtre a toujours été un homme sobre, mais ce soir, il y a quelque chose de différent dans son regard. Antoine, mon ami, je me demandais quand tu viendrais. Sa voix a un accent de connivence qui vous surprend. Le pharaon m'envoie vous dire que c'est pour ce soir. Il m'a dit que vous comprendriez. Le visage de Gaël s'illumine d'un sourire que vous ne lui aviez jamais vu. Parfait. J'attendais ce moment depuis des semaines. Les préparatifs sont prêts. Il se dirige vers un coffre dissimulé derrière l'autel de sa cellule et en sort une série de petits sachets de toile. Qu'est-ce que c'est? Osez-vous demander? Des herbes sacrées, mon cher Antoine, des substances que les dieux nous ont données pour communier avec eux de manière, disons, plus intime. Il manipule les sachets avec un respect religieux, mais aussi avec l'excitation d'un enfant qui s'apprête à jouer avec un jouet interdit. Ces petites merveilles viennent des jardins secrets du temple, du lotus bleu séché et préparé selon des recettes millénaires, de la résine de kifi parfumée aux épices les plus rares et quelques autres surprises que nos ancêtres utilisaient pour élever leur conscience. Élever leur conscience, vous commencez à entrevoir où tout cela va mener, et cette perspective vous remplit à la fois d'excitation et d'appréhension. Gaël, puis-je vous poser une question? En toute franchise. Bien sûr, mon ami. Est-ce que ce que nous nous apprêtons à faire ce soir est légal? Le grand prêtre éclate d'un rire qui résonne dans toute la cellule. Légal? Antoine, nous sommes les représentants des dieux sur terre. Nous définissons ce qui est légal. Et d'ailleurs, tout ce que nous faisons ce soir est non seulement légal, mais recommandé par les textes sacrés les plus anciens. Il se penche vers vous, et son haleine sent étrangement la myrrhe, et quelque chose d'autre, de plus suave. Tu sais, les pharaons d'autrefois pratiquaient déjà ces rituels. Ramsès le Grand lui-même était un habitué de ces communions divines. Seulement, on n'en parle pas dans les chroniques officielles. Vos certitudes sur l'histoire égyptienne commencent à vaciller. Ramsès le Grand, l'un des pharaons les plus respectés de l'histoire. Impossible. Je vois ton scepticisme, Antoine. Mais réfléchis un instant. Comment crois-tu que nos ancêtres ont eu ces visions extraordinaires qui leur ont permis de construire les pyramides? Comment ont-ils pu concevoir des systèmes d'irrigation si complexes, des calendriers si précis? Tu penses vraiment qu'ils ont fait tout cela en buvant uniquement de l'eau du Nil? Ces arguments sont troublants. Il est vrai que les réalisations de vos ancêtres défient parfois l'entendement. Peut-être existe-t-il effectivement des méthodes que l'histoire officielle a préféré taire.
Allons-y, Antoine. Le pharaon nous attend, et la nuit va être longue. Vous sortez du temple, les sachets mystérieux, soigneusement dissimulés dans votre tunique. La mission suivante vous mène aux cuisines du palais, où l'agitation nocturne contraste avec le calme habituel de cette heure tardive. Le chef cuisinier, un homme corpulent, au visage rougeau, vous accueille avec un sourire entendu qui vous met mal à l'aise. « Ah, Antoine, le pharaon m'a prévenu de votre visite. Les amphores spéciales sont prêtes. Il vous guide vers une porte que vous n'aviez jamais remarquée auparavant, dissimulée derrière d'énormes jarres d'huile d'olive. La réserve secrète s'avère être une cave naturelle, creusée dans la roche, où l'air est frais et chargé d'arômes complexes. Alignés contre les murs, des dizaines d'amphores de tailles diverses portent des inscriptions en hiéroglyphes que vous n'arrivez pas à déchiffrer dans la pénombre. Qu'est-ce que c'est que tout ça? De la bière spéciale, Antoine. Mais pas n'importe laquelle. Celle-ci a été brassée selon des recettes ancestrales, avec des ingrédients que nous importons secrètement de contrées lointaines. Il caresse amoureusement l'une des amphores. Celle-ci, par exemple, contient une bière infusée au lotus bleu et aux dattes fermentées. Une seule coupe, et vous vous sentirez plus léger qu'une plume de mate. Une bière qui fait sentir léger, décidément, cette soirée s'annonce bien différente de ce que vous aviez imaginé. Et celle-là, vous désignez une amphore plus petite, ornée de symboles dorés. Ah, celle-là, c'est le nectar des dieux, bière concentrée, mélangée à du miel fermenté et à des herbes que même moi, je ne connais pas toutes. Le pharaon la garde pour les occasions très spéciales. Le chef charge plusieurs amphores sur un chariot et vous aide à les transporter vers le palais. Pendant le trajet, il ne peut s'empêcher de vous faire des confidences. Vous savez, Antoine, j'ai servi 3 pharaons dans ma carrière, et tous, absolument tous, avaient leurs petits secrets nocturnes. La différence avec Florent, c'est qu'il assume. Il ne se cache pas derrière de fausses excuses pieuses. Que voulez-vous dire? Je veux dire que les pharaons sont des hommes comme les autres. Ils ont leurs plaisirs, leurs vices, leurs moments de faiblesse. Seulement, d'habitude, ils font semblant que non. Florent, lui, il accepte sa nature humaine. Et franchement, ça le rend plus sympathique. Ses paroles vous font réfléchir. Peut-être avez-vous une vision trop idéalisée de vos dirigeants. Peut-être que cette humanité assumée est-elle finalement plus honnête que la façade de perfection divine. Votre dernière mission vous conduit aux casernes de la garde royale. Teddy Riner vous y attend. Imposant dans son armure de cuir et de bronze, ces hommes s'activent déjà autour de lui, vérifiant leurs équipements pour la surveillance nocturne. Antoine, le pharaon veut un périmètre de sécurité absolu. C'est ça? Exactement, Teddy. Personne ne doit entrer ou sortir sans son autorisation directe. Le chef des gardes hoche la tête, avec sérieux. Compris. Mes hommes les plus fiables sont déjà en position. Mais dis-moi, Antoine, qu'est-ce qui se passe exactement ce soir? Vous réalisez que vous n'en savez pas beaucoup plus que lui. Je ne sais pas encore, Teddy. Mais apparemment, c'est important. Et secret. Mouais. Il gratte sa barbe taillée avec soin. Tu sais, Antoine, dans mon métier, on voit beaucoup de choses. Et franchement, ça me rassure de savoir que notre pharaon a parfois besoin de décompresser. Le poids du pouvoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer quand on ne l'a pas vécu. Tu as déjà été témoin de ce genre de soirée? Disons que j'ai appris à être discret et à ne poser aucune question. Mais entre nous, Antoine, je préfère un pharaon qui évacue ses tensions en privé, plutôt qu'un autre qui les évacue sur le dos de son peuple. Sa philosophie pragmatique vous surprend. Décidément, cette soirée vous fait découvrir des facettes insoupçonnées de tous ceux qui gravitent autour du pouvoir. De retour au palais, vous trouvez l'atmosphère complètement transformée. Les couloirs habituellement silencieux bruissent d'une activité feutrée. Des serviteurs vont et viennent, transportant des coussins brodés
des tapis moelleux, des braseros d'encens qui diffusent déjà leur fumée parfumée. Dans la grande salle de réception privée, un spectacle extraordinaire s'offre à vos yeux. L'espace a été entièrement réaménagé. Les sièges rigides ont disparu, remplacés par des tas de coussins colorés disposés en cercle autour d'une table basse. Des guirlandes de fleurs de lotus pendent du plafond et la lumière tamisée des torches crée une ambiance intimiste que vous n'aviez jamais vue dans cette pièce officielle. Florent vous accueille avec un sourire radieux. Parfait, Antoine. Tout est en place. Nos invités vont arriver d'un moment à l'autre. Es-tu prêt à vivre une soirée que tu n'oublieras jamais? Prêt? Vous n'en êtes pas certain, mais votre curiosité est maintenant trop forte pour faire marche arrière. Quoi que cette soirée vous réserve, vous êtes déterminé à en découvrir tous les secrets. J'ai confiance en vous, mon pharaon. Parfait. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir ce que les pharaons font vraiment quand ils pensent que personne ne regarde. Les premiers invités commencent à arriver et vous réalisez que cette nuit va marquer un tournant dans votre compréhension du pouvoir, de l'humanité et des secrets les mieux gardés de l'Égypte ancienne. Les premiers à franchir le seuil sont 3 prêtres de Memphis, leurs crânes rasés, luisant dans la lumière des torches. Ils portent des tuniques de lin blanc immaculé, mais leurs visages trahissent une excitation mal contenue. Vous les connaissez de réputation, des hommes respectés, craints même, pour leur connaissance des mystères divins. Pourtant, ce soir, ils se comportent comme des adolescents, se rendant à leur première fête clandestine. Mes frères les accueillent Florent avec une chaleur inhabituelle. Pour un pharaon recevant des invités officiels, les salam alek protocolaires sont oubliés, remplacés par des accolades et des rires complices. Florent, répond l'un des prêtres, oubliant lui aussi toute étiquette royale. Nous attendions cette soirée depuis des lunes. Les préparatifs ont été intensifs. Des préparatifs? Quel préparatif peut bien nécessiter une simple soirée? Votre perplexité grandit quand vous voyez le prêtre sortir de sa besace une petite fiole d'albâtre ornée de hiéroglyphes dorés, huile sacrée de mandragore, directement des jardins secrets d'Héliopolis, murmure-t-il avec la fierté d'un collectionneur, dévoilant son plus beau trésor. Suivent 3 généraux nubiens, leur peau d'ébène contrastant avec leur tunique chatoyante. Ils portent chacun un sac de cuir, d'où s'échappent des arômes épicés que vous ne parvenez pas à identifier. Leur démarche assurée et leurs sourires entendus suggèrent qu'ils ne sont pas des novices en la matière. Les herbes du pays de Punt, annonce l'un d'eux, en brandissant une poignée de feuilles séchées aux reflets argentés, fraîchement rapportées de notre dernière expédition commerciale. Le pays de Punt, cette terre mythique, d'où proviennent les épices les plus précieuses et les aromates les plus recherchés. Vous commencez à comprendre que cette soirée implique des substances bien plus exotiques que le simple vin de palme habituel. Enfin, arrivent 2 marchands d'Alexandrie, leurs vêtements de soie témoignant de leur richesse, mais leur nervosité révélant qu'ils ne sont pas habitués à de telles réunions au sommet. Ils portent une caisse de bois précieux qui semble peser lourd, très lourd. La commande spéciale, chuchote l'un d'eux en remettant la caisse à Florent. Comme convenu, amphore de vin de Chypre, vieilli 3 ans, infusé aux herbes, selon la recette que vous avez fournie. Une recette fournie par le pharaon, décidément. Florent a orchestré cette soirée dans les moindres détails. Gaël Monfils fait son entrée peu après, toujours dans sa robe de grand prêtre, mais avec un sourire qui détonne complètement avec sa fonction religieuse. Il porte un énorme brasero d'argent, d'où s'échappent déjà des volutes d'encens qui chatouillent agréablement vos narines. Mes amis, la soirée peut officiellement commencer, proclame-t-il en déposant son brasero
au centre du cercle de coussins. Vous observez la scène avec fascination. Ces hommes, piliers de la société égyptienne, respectés et craints pour leur pouvoir et leur sagesse, se comportent comme de vieux complices, se retrouvant pour une escapade interdite. Antoine, je vous appelle Florent, approche-toi. Tu vas être notre chroniqueur officieux de cette soirée, non pas pour en faire un rapport, il rit, mais pour que tu puisses témoigner que même les pharaons ont besoin de temps en temps de, comment dire, faire avancer le schmilblick cosmique. Vous vous installez sur un coussin moelleux, votre tablette d'argile posée sur vos genoux. L'atmosphère se réchauffe rapidement. Et pas seulement à cause des braseros. Il y a dans l'air une électricité particulière, une attente collective qui vous met étrangement à l'aise. Mes chers amis, commence Florent en se dressant au centre du cercle. Ce soir, nous allons célébrer la fête de l'ivresse, mais à notre manière. Pas question de faire comme le peuple qui se contente de boire jusqu'à l'inconscience. Nous allons explorer les territoires de la conscience que seuls les dieux connaissent habituellement. La fête de l'ivresse, bien sûr, cette célébration annuelle en l'honneur de la déesse Hathor, où traditionnellement, le peuple boit jusqu'à perdre toute retenue. Mais apparemment, l'élite a développé sa propre version, bien plus sophistiquée. Gaël, veux-tu nous rappeler les origines sacrées de notre pratique ? Le grand prêtre se lève, son attitude solennelle contrastant avec l'ambiance décontractée de la soirée. Mes frères, nos ancêtres les plus sages savaient que pour communiquer vraiment avec les dieux, il fallait dépasser les limites de la perception ordinaire. Les papyrus secrets du temple de Dendera décrivent précisément ces rituels de communion divine. Il sort de sa tunique un rouleau de papyrus jauni par l'âge. Voici les instructions laissées par le pharaon Amenhotep en personne. Écoutez, pour atteindre la sagesse d'Osiris et la vision de Ra, le pharaon doit parfois quitter les liens terrestres et élever son cas vers les sphères divines grâce aux herbes sacrées que Thoth a données aux hommes. Amenhotep, l'un des pharaons les plus révérés de l'histoire, et il pratiquait ce genre de rituel. Vos certitudes sur l'histoire officielle s'effritent un peu plus. Et maintenant, reprend Florent avec enthousiasme. Passons aux choses sérieuses. Les amphores spéciales sont apportées et disposées au centre du cercle. Leur contenu, d'après ce que vous pouvez sentir, n'a rien à voir avec la bière habituelle. Des arômes complexes s'en dégagent. Miel fermenté, épices exotiques et quelque chose de floral que vous n'arrivez pas à identifier. Cette bière, explique l'un des prêtres de Memphis, en caressant amoureusement l'amphore la plus ornée, a été brassée pendant la nouvelle lune, avec de l'orge bénie par les prêtres d'Isis, du miel récolté dans les jardins sacrés de Karnak et des fleurs de lotus bleu cueillies à l'aube dans les marais du delta. Votre bouche se met à saliver malgré vous. Cette description fait de cette bière quelque chose de bien plus noble que le breuvage épais et brunâtre que consomme habituellement le peuple. Et ça, demandez-vous, en désignant des petites coupes de terre cuite remplies d'un liquide doré. Hydromel aux herbes du pays de Punt, répond l'un des généraux nubiens. Un nectar qui ouvre les portes de la perception et rend l'esprit plus réceptif au message divin. Plus réceptif au message divin, vous commencez à comprendre où tout cela va mener. Gaël allume son brasero central et immédiatement, la pièce se remplit d'une fumée parfumée qui vous fait tourner légèrement la tête. Kifi traditionnel, annonce-t-il, mais enrichi de résine d'encens d'Arabie et de poudre de myrrhe. De quoi purifier l'atmosphère et préparer nos esprits à l'élévation. L'élévation, le terme résonne étrangement dans votre esprit. Est-ce vraiment de spiritualité? spiritualité, qu'il s'agit, ou de quelque chose de plus matériel? Antoine,
Vous interpelle l'un des marchands d'Alexandrie. Tu sembles perplexe. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il s'approche de vous, ses yeux brillants d'une lueur amusée. Nous ne faisons rien d'interdit. Tout ce que nous consommons ce soir est mentionné dans les textes sacrés. Le lotus bleu était l'herbe préférée de Néfertiti. Ramsès le Grand consommait régulièrement de l'hydromel aux herbes pour ses méditations. Et même Cléopâtre utilisait ces substances pour ses négociations diplomatiques. Cléopâtre, décidément, il semble que tous les grands noms de l'histoire égyptienne aient eu leurs petits secrets. La différence, continue le marchand, c'est que nous assumons. Nous ne prétendons pas que nos visions divines nous viennent de jeûnes prolongés ou de méditations austères. Nous reconnaissons que les dieux nous ont donné des outils pour explorer les mystères de l'existence. Florente lève sa coupe d'hydromel doré. Mes amis, avant de commencer, je voudrais porter un toast à nos ancêtres qui ont eu le courage d'explorer les frontières de la conscience, à nos successeurs qui continueront cette quête, et à nous qui, ce soir, allons repousser les limites de ce qu'un esprit humain peut percevoir. Aux frontières de la conscience, reprennent en chœur tous les invités. Vous levez votre coupe à votre tour, emporté par l'enthousiasme général. Le liquide doré a un goût de miel, mais avec des notes épicées qui réchauffent agréablement votre gorge. Une sensation de bien-être commence à vous envahir. Et maintenant, annonce Gaël en distribuant de petits sachets de toile. Passons aux herbes sacrées. Chacun trouvera dans son sachet un mélange personnalisé de lotus bleu séché, de poudre de mandragore et de quelques surprises que j'ai préparées spécialement pour cette soirée. Vous ouvrez votre sachet et découvrez une poudre au reflet bleuté qui sent la menthe et quelque chose de plus subtil, de plus envoûtant. Comment faut-il la consommer? Plusieurs méthodes, répond Gaël avec le sérieux d'un professeur expliquant une leçon complexe. Tu peux la mélanger à ta boisson, la faire brûler et en inhaler la fumée, ou simplement la laisser fondre sous ta langue. Chaque méthode donne des effets différents. Les invités commencent à expérimenter, chacun selon sa préférence. Certains mélangent la poudre à leur hydromel, d'autres la font brûler dans de petits brasseros individuels. L'atmosphère devient rapidement enfumée, imprégnée d'arômes complexes qui vous donnent envie de respirer plus profondément. Antoine, murmure Florent en s'installant à côté de vous. Je vois que tu es encore hésitant. Laisse-moi te rassurer. Tout ce que nous faisons ce soir, nos ancêtres l'ont fait avant nous. Et regarde-nous. Sommes-nous devenus fous? Avons-nous perdu notre capacité à gouverner? Non. Au contraire, ces expériences nous donnent une perspective sur l'existence que nous ne pourrions jamais avoir autrement. Ces paroles sont convaincantes, et l'atmosphère de confiance qui règne dans la pièce achève de dissiper vos dernières réticences. Vous versez un peu de poudre dans votre hydromel et buvez une gorgée. L'effet est presque immédiat. Vos sens semblent s'aiguiser. Les couleurs des tapisseries deviennent plus vives, les parfums d'encens plus complexes, les rires de vos compagnons plus mélodieux. Une sensation de légèreté vous envahit, comme si votre corps pesait soudain moins lourd. Tu vois, sourit Florent, ce n'est que le début. Attends de voir ce qui arrive quand nous allons vraiment nous détendre. La conversation prend une tournure de plus en plus philosophique. Les barrières hiérarchiques s'estompent progressivement, comme si les substances consommées dissolvaient les conventions sociales habituelles. Vous voyez des généraux nubiens débattre d'égal à égal avec des prêtres de Memphis, des marchands d'Alexandrie rire aux éclats avec le pharaon lui-même. Tu sais, Antoine, vous confie l'un des prêtres, ses yeux brillants d'une lueur inhabituelle. Ce que nous faisons ce soir ressemble au festival des vieilles charrues, mais version divine. La même ambiance décontractée, la même communion entre les participants, mais avec une dimension spirituelle en plus. Vous hochez la tête,
Même si cette référence vous échappe un peu, ce qui vous frappe, c'est la transformation radicale de ces hommes habituellement si guindés dans leurs fonctions officielles. Le pharaon Florent, en particulier, semble avoir abandonné toute sa prestance royale pour redevenir simplement humain. Mes amis, lui annonce-t-il en se levant avec une grâce un peu chancelante. Je crois qu'il est temps de passer à la phase suivante de notre exploration. Gaël, veux-tu nous faire l'honneur ? Le grand prêtre se dirige vers un coffre que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Dissimulé derrière un paravent de soie, il en sort une série d'objets que vous n'aviez jamais vus. De longs tubes de roseaux, ornés de hiéroglyphes dorés, des petites pipes de terre cuite, sculptées en forme d'animaux sacrés, et plusieurs braseros miniatures d'argent ciselé. Voici les instruments sacrés utilisés par nos ancêtres pour leurs communications les plus intimes avec les dieux, explique-t-il avec révérence. Ces pipes ont appartenu au pharaon Thoutmôsis lui-même, et ces braseros viennent des temples d'Edfu. Patamprobo Thoutmôsis, encore un nom prestigieux de l'histoire égyptienne. Décidément, il semble que tous les grands pharaons aient eu leurs petits secrets bien gardés. Comment ça fonctionne ? Demandez-vous, votre curiosité scientifique prenant le dessus sur vos dernières réticences. Très simple, répond Gaël en préparant minutieusement l'une des pipes. On place un mélange d'herbes sacrées dans le foyer, on allume et on inhale la fumée. L'effet est immédiat et beaucoup plus intense que par voie orale. Il vous tend une pipe en forme de chat sacré, l'animal d'Isis. Celle-ci est parfaite pour un débutant. Le mélange est doux, lotus bleu, menthe sauvage et une pointe de résine de térébinthe. Vous examinez l'objet avec fascination. La sculpture est d'une finesse extraordinaire. Chaque détail du pelage du chat ciselé avec une précision d'orfèvre. Ces pipes sont vraiment anciennes. Cette pipe-là a au moins 5 siècles, confirme Gaël. Elle vient des tombes royales de la vallée des rois. Nous l'avons, disons, récupérée lors de fouilles officielles. Récupérée ? Vous préférez ne pas approfondir cette question. Après tout, si le grand prêtre de Ra cautionne cette pratique, qui êtes-vous pour la contester ? Autour de vous, les autres participants commencent à utiliser leurs propres instruments. La pièce se remplit d'une fumée bleutée, aux parfums enivrants, qui vous fait tourner la tête de manière de plus en plus prononcée. Les conversations deviennent plus animées, ponctuées de rires et d'exclamations d'émerveillement. « C'est incroyable !» s'exclame l'un des généraux nubiens. « J'ai l'impression de voir les couleurs pour la première fois de ma vie. » « Et cette musique ?» ajoute un marchand d'Alexandrie. « Est-ce que vous entendez cette musique ?» Vous tendez l'oreille, mais à part les crépitements des braseros et les murmures de la conversation, vous n'entendez rien. Pourtant, maintenant que vous y prêtez attention, il vous semble percevoir effectivement quelque chose, une mélodie lointaine, éthérée, comme si elle venait d'un autre monde. C'est la musique des sphères célestes, explique Florent avec un sourire béat. Quand notre conscience s'élève suffisamment, nous pouvons percevoir l'harmonie universelle que créent les dieux dans leur danse éternelle. L'harmonie universelle, cette explication vous semble à la fois parfaitement logique et complètement délirante. Mais dans l'état où vous vous trouvez, la frontière entre raison et fantaisie devient de plus en plus floue. Vous décidez de tester la pipe que Gaël vous a donnée. La première bouffée vous surprend par sa douceur. Un goût floral emplit votre bouche, suivi d'une sensation de chaleur qui se diffuse dans tout votre corps. À la seconde inhalation, quelque chose change fondamentalement dans votre perception. Les murs de la pièce semblent pulser doucement, comme s'ils respiraient. Les hiéroglyphes des fresques paraissent bouger, racontant des histoires que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Et surtout, une sensation de connexion profonde avec tous les présents vous envahit, comme si vous étiez tous reliés
par un invisible fil doré. Mes amis, murmure Florent, sa voix semblant venir de très loin, nous touchons au but. Nous sommes en train d'atteindre l'état de conscience que nos ancêtres appelaient l'union avec Ra. Union avec Ra. Vous vous sentez effectivement étrangement connecté à quelque chose de plus grand que vous. Est-ce vraiment une expérience spirituelle ou simplement l'effet des substances que vous avez consommées? Dans votre état actuel, cette question vous paraît sans importance. Antoine vous appelle Gaël. Comment te sens-tu? C'est difficile à décrire. Répondez-vous en cherchant vos mots. J'ai l'impression d'être à la fois moi-même et quelqu'un d'autre. Comme si ma conscience s'était élargie au-delà des limites habituelles de mon corps. Parfait, s'exclame le grand prêtre. C'est exactement ce que décrivent les textes sacrés. Tu es en train de vivre ce que nos ancêtres appelaient la dissolution du cas dans la lumière divine. Cette explication mystique vous satisfait pleinement. Dans cet état modifié de conscience, tout semble avoir un sens profond et mystérieux. La soirée prend alors une tournure encore plus surprenante. L'un des prêtres de Memphis sort de sa tunique un instrument de musique que vous n'aviez jamais vu. Une flûte de roseau ornée de plumes colorées. Musique sacrée pour accompagner notre voyage. Annonce-t-il en commençant à jouer une mélodie lancinante qui semble parfaitement s'harmoniser avec votre état mental. Les notes fluides de la flûte créent une atmosphère hypnotique. Vous fermez les yeux et vous laissez porter par la musique qui semble résonner non seulement dans vos oreilles, mais dans tout votre être. Autour de vous, vous entendez les autres participants soupirer de contentement. Cette mélodie, explique le musicien pendant une pause, est basée sur les hymnes secrets des temples d'Abydos. Elle a été conçue spécifiquement pour accompagner les rituels d'élévation de conscience. Chaque note correspond à une fréquence particulière qui résonne avec les centres énergétiques du corps humain. Cette explication technique vous fascine. Vos ancêtres avaient donc développé une véritable science de l'altération de conscience. Avec ces instruments, ces techniques, ces protocoles précis, bien loin de l'image de barbares superstitieux que certains étrangers colportent sur l'Égypte. Et maintenant, y annonce Florent en se levant avec une solennité retrouvée, place à la partie la plus secrète de notre rituel. Ce que vous allez voir et vivre ne doit jamais, au grand jamais, sortir de cette pièce. Son ton sérieux tranche avec l'atmosphère détendue qui régnait jusque-là. Tous les participants acquiescent gravement, conscients qu'ils s'apprêtent à franchir une ligne invisible. Gaël sort alors de son coffre un objet qui vous coupe le souffle. Une statue d'or massif représentant Thoth, le dieu de la sagesse, mais avec des détails que vous n'aviez jamais vus sur aucune représentation officielle. Le dieu, à tête d'ibis, tient dans ses mains non pas les traditionnels instruments d'écriture, mais des plants de lotus bleus et des fioles mystérieuses. Voici la véritable statue de Thoth, murmure le grand prêtre avec vénération, celle que les prêtres cachent dans les sanctuaires, les plus secrets, celle qui montre le Dieu sous son aspect de maître des substances sacrées. Maître des substances sacrées, cette révélation bouleverse votre compréhension de la mythologie égyptienne. Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture, serait aussi le patron de ces pratiques que vous découvrez ce soir. Les textes les plus anciens, continue Gaël, racontent que Thoth fut le premier à révéler aux hommes les secrets des herbes divines. C'est lui qui enseigna au pharaon comment utiliser ces substances pour communiquer directement avec les dieux, sans passer par les rituels compliqués des temples. Cette version alternative de la mythologie vous fascine, une tradition secrète, parallèle à la religion officielle, où les dieux eux-mêmes cautionnent l'usage de substances
pour transcender les limites humaines. Et voici le plus beau, ajoute Florent en sortant un papyrus d'une préciosité évidente. Les instructions personnelles de Thoth, transcrites par ses premiers prêtres, les véritables recettes divines. Il déroule le papyrus avec une délicatesse infinie. Vous apercevez des hiéroglyphes d'une calligraphie parfaite, entremêlés de dessins détaillés, représentant des plans, des instruments de préparation et des schémas que vous ne parvenez pas à déchiffrer dans votre état. Ici, indique Florent en pointant une section du papyrus, la recette de l'élixir d'immortalité. Là, la composition de l'encens de vision pure. Et ici, les proportions exactes pour l'huile d'extase mystique. L'élixir d'immortalité, l'encens de vision pure. Ces noms résonnent dans votre esprit comme des promesses de révélation extraordinaires. Nous allons maintenant préparer ensemble l'élixir suprême, annonce Gaël, celui que les pharaons ne consomment qu'une fois par an, lors du solstice d'été, pour renouveler leur connexion divine. Il sort de son coffre une série d'ingrédients que vous n'aviez jamais vus, des poudres aux couleurs irisées, des liquides opalescents dans des fioles de cristal, des résines qui brillent comme des gemmes, racines de mandragore, du désert nubien, énumère-t-il en versant chaque ingrédient dans un mortier d'onyx noir. Pollen de lotus bleu récolté à la pleine lune, essence de myrrhe purifiée selon le procédé secret d'Héliopolie. Et pour finir, 3 gouttes de l'huile sacrée d'oliban, celle qui ne pousse que dans les jardins des dieux. Chaque nom d'ingrédient sonne comme une incantation magique. Vous observez, fasciné, Gaël broyer et mélanger ces substances précieuses avec la dextérité d'un alchimiste accompli. Et maintenant, dit-il en versant le mélange dans une coupe d'or ornée de hiéroglyphes, l'ingrédient secret, celui que seuls les pharaons ont le droit de connaître. Il sort de sa tunique une petite fiole de verre bleu, si précieuse qu'il la manipule avec une révérence religieuse. Rosée matinale du temple de Dendera, récoltée pendant l'équinoxe de printemps et bénie par les prêtresses d'Hathor. Une seule goutte suffit à transformer l'élixir ordinaire en nectar divin. Une seule goutte tombe dans la coupe d'or. Et immédiatement, le mélange se met à scintiller d'une lumière dorée qui semble venir de l'intérieur. Mes amis, annonce solennellement Florent, nous allons maintenant partager l'élixir qui unit les pharaons à leurs ancêtres depuis la nuit des temps. Que chacun en prenne une gorgée et que nos consciences s'élèvent ensemble vers les sphères divines. La coupe circule de main en main. Quand votre tour arrive, vous hésitez une fraction de seconde. Êtes-vous vraiment prêt à franchir cette dernière étape? Mais l'enthousiasme de vos compagnons et votre propre curiosité l'emportent sur vos dernières réticences. Le goût de l'élixir est indescriptible, à la fois sucré et amer, floral et épicé, familier et totalement exotique. Mais c'est l'effet qui vous stupéfie. Une vague de chaleur vous parcourt de la tête aux pieds, suivie d'une sensation de légèreté si intense que vous avez l'impression de quitter votre corps. Maintenant, murmure Gaël, sa voix semblant venir d'une autre dimension, fermez les yeux et laissez-vous porter. Le voyage ne fait que commencer. Vous fermez les yeux et immédiatement, votre perception se transforme radicalement. Derrière vos paupières closes, des géométries impossibles se dessinent en couleurs éclatantes. Des spirales dorées se déploient à l'infini, ponctuées d'étoiles qui pulsent au rythme de votre cœur. Vous avez la sensation troublante de flotter au-dessus de votre propre corps, observant la scène d'en haut. Vous voyez, la voix de Florent vous parvient comme un écho lointain. C'est exactement ce que décrivent les papyrus secrets. Nous sommes en train de vivre ce que nos ancêtres appelaient le voyage vers l'Amduat, le monde souterrain où résident les dieux. L'Amduat, cette référence mystique,
prend soudain tout son sens. Vous comprenez maintenant pourquoi les pharaons se faisaient enterrer avec des guides détaillés de ce voyage posthume. Ils l'avaient déjà expérimenté de leur vivant. Autour de vous, les autres participants murmurent des exclamations d'émerveillement. Les hiéroglyphes bougent, s'exclame l'un des prêtres de Memphis. Je peux lire des textes qui ne sont pas écrits. Et cette lumière, ajoute un général nubien, elle vient de partout et de nulle part à la fois. Vous ouvrez les yeux et la réalité ordinaire vous semble soudain incroyablement banale, comparée aux visions que vous venez d'avoir. Pourtant, même la pièce familière a changé d'aspect. Les murs paraissent respirer doucement. Les fresques semblent raconter des histoires mouvantes. Et surtout, vous percevez une connexion invisible entre tous les présents, comme si vos consciences étaient reliées par des fils de lumière. Antoine vous appelle Florent. Raconte-nous ce que tu as vu. C'est difficile à décrire avec des mots. Répondez-vous lentement. J'ai eu l'impression de voyager dans un monde fait de pure lumière et de géométrie vivante, comme si j'avais visité l'atelier des dieux, où ils conçoivent la réalité. Exactement, s'exclame Gaël. Tu viens de vivre ce que nos textes appellent la vision de Ptah, le Dieu créateur qui façonne le monde par la pensée pure. Cette explication mystique vous satisfait parfaitement dans votre état actuel. La frontière entre réalité et métaphore a complètement disparu. Mes amis, reprend Florent avec une gravité soudaine, ce que nous venons de partager nous unit à jamais. Nous sommes maintenant les dépositaires d'un secret que seule une poignée d'hommes dans l'histoire de l'Égypte ont eu le privilège de connaître. Ils se lèvent et se dirigent vers une niche dissimulée dans le mur, d'où il sort un coffret d'ébène incrusté d'or. Voici les véritables archives secrètes des pharaons, les confessions privées de mes prédécesseurs sur leurs expériences avec les substances sacrées. Des confessions privées de pharaons. Votre cœur de scribe s'emballe. Avoir accès à de tels documents représente un privilège inouï. Écoutez ceci, dit Florent en déroulant un papyrus. Confession de Ramsès II, écrite de sa propre main. Les victoires que l'histoire me prête ne sont rien comparées aux conquêtes que j'ai menées dans les territoires de l'esprit. Grâce aux herbes sacrées de Thoth, j'ai voyagé plus loin qu'aucun de mes généraux. J'ai vu plus de merveilles qu'aucun de mes explorateurs. J'ai acquis plus de sagesse qu'aucun de mes conseillers. Ces substances ne sont pas un plaisir, elles sont un devoir royal. Comment gouverner des hommes sans comprendre les mystères de la conscience humaine? Ramsès II, le plus grand des pharaons, et il considérait ces pratiques comme un devoir royal. Cette révélation bouleverse complètement votre compréhension de l'histoire. Et voici un extrait encore plus troublant. Continue Florent. Témoignage de Néfertiti. Les décisions les plus importantes de mon règne ont été prises dans l'état d'élévation que procurent les élixirs divins. C'est sous leur influence que j'ai conçu la nouvelle capitale d'Amarna, que j'ai réformé les cultes religieux, que j'ai établi les lois sur l'égalité des femmes. Ces substances ne perturbent pas le jugement, elles l'éclairent. Néfertiti, la reine la plus admirée de l'histoire égyptienne, et ses plus grandes réalisations auraient été inspirées par ces pratiques secrètes. Mais le plus impressionnant, reprend le pharaon, c'est ce témoignage de Khéops lui-même. La grande pyramide ne fut pas construite selon mes plans, mais selon les visions que m'ont données les herbes sacrées. Chaque pierre fut placée conformément aux géométries divines que j'ai contemplées dans mes voyages de conscience. L'architecture terrestre n'est que le reflet de l'architecture céleste révélée par les substances de Thoth. Khéops, le constructeur de la grande pyramide, et cette merveille du monde aurait été conçue sous l'influence des substances que vous venez de découvrir. Cette révélation explique tant de mystères architecturaux que les érudits n'arrivent pas à élucider. Tu comprends maintenant, Antoine, vous demande Florent, ce que nous faisons ce soir
n'est pas une fantaisie de dirigeants désœuvrés. C'est la continuation d'une tradition millénaire qui a façonné notre civilisation. Vous hochez la tête, encore sous le choc de ces révélations. Votre vision de l'histoire égyptienne vient de basculer complètement. Tous ces monuments grandioses, ces œuvres d'art sublimes, ces innovations technologiques, une partie significative de ce patrimoine aurait donc été inspirée par ces explorations de conscience. Mais alors, osez-vous demander, pourquoi garder tout cela secret? Pourquoi ne pas en faire une pratique officielle? C'est Gaël qui répond, son expression soudain plus grave, parce que le peuple n'est pas prêt, Antoine. Ces substances sont des outils puissants qui exigent sagesse et mesure. Entre de mauvaises mains, elles peuvent causer plus de mal que de bien. Exactement, renchérit l'un des prêtres de Memphis. Imagine ce qui arriverait si tous les citoyens avaient accès à ces élixirs. Plus personne ne travaillerait, plus personne ne respecterait l'autorité, plus personne ne se préoccuperait des réalités matérielles. Ce serait le chaos total. Cette explication vous semble logique. Après tout, même ce soir, vous avez du mal à vous concentrer sur les questions pratiques. Tout vous paraît secondaire, comparé aux visions extraordinaires que vous avez eues. Et puis, ajoute Florent avec un sourire un peu triste, il y a la question politique. Notre pouvoir repose en partie sur le mystère qui nous entoure. Si le peuple savait que nos visions divines proviennent de substances matérielles, plutôt que de communication directe avec les dieux, cela remettrait en question notre légitimité. Ah, voilà qui explique bien des choses. Le pouvoir pharaonique repose sur l'idée que le souverain est un intermédiaire privilégié entre les dieux et les hommes. Révéler que cette connexion divine peut être induite chimiquement ébranlerait les fondements mêmes de la société égyptienne. Ne te méprends pas, me reprend le pharaon. Nous ne trompons personne. Nos visions sont réelles, nos inspirations authentiques, nos décisions éclairées. Simplement, nous utilisons des outils que les dieux ont mis à notre disposition pour accéder à ces états supérieurs de conscience. L'argument vous convainc. Après tout, peu importe le moyen utilisé, si le résultat est bénéfique pour la société. Et force est de reconnaître que l'Égypte prospère sous le règne de Pharaon, qui pratique ces rituels secrets. La soirée tire vers sa fin, mais les effets des substances consommées persistent. Vous vous sentez dans un état de lucidité particulier, comme si votre esprit fonctionnait sur plusieurs niveaux simultanément. Les conversations prennent une profondeur philosophique que vous n'avez jamais expérimentée. Tu sais, Antoine, vous confie Florent en s'installant à côté de vous, cette soirée marque un tournant pour toi. Maintenant que tu connais nos secrets, tu ne pourras plus jamais voir le monde de la même façon. Il a raison. Votre perception de l'histoire, du pouvoir, de la spiritualité, tout s'est transformé en quelques heures. Vous réalisez que derrière la façade officielle de l'Égypte se cache une réalité infiniment plus complexe et fascinante. Que va-t-il m'arriver maintenant? Demandez-vous, soudain conscient des implications de ce que vous venez de découvrir. Tu vas devenir l'un de nous. Y répond simplement le pharaon, un gardien des traditions secrètes, un participant à ces rituels d'élévation, et surtout, un témoin privilégié de ce que les dirigeants font vraiment pour servir leur peuple. Servir leur peuple, cette formulation vous intrigue. En quoi ces pratiques servent-elles le peuple? Réfléchis, Antoine. Comment crois-tu que nous prenons nos meilleures décisions? Comment pensons-nous que nous innovons, que nous résolvons les problèmes complexes, que nous anticipons les besoins futurs de notre société? La réponse s'impose d'elle-même. Ces explorations de conscience ne sont pas un simple divertissement d'élite, mais un véritable outil de gouvernement, une méthode pour accéder à des perspectives que la pensée ordinaire ne peut atteindre. Nos ancêtres l'avaient compris. Continue Florente. Un pharaon qui ne sort jamais de sa conscience ordinaire est condamné à répéter les mêmes erreurs, à appliquer les mêmes solutions,
avoir les mêmes problèmes. Mais un pharaon qui explore régulièrement les territoires inconnus de l'esprit peut anticiper, innover, transcender. Cette vision du leadership vous fascine, loin de l'image d'irresponsabilité que vous aviez d'abord imaginée. Ces pratiques apparaissent comme une forme supérieure d'exercice du pouvoir. Progressivement, les effets des substances s'estompent, mais l'émerveillement persiste. Vous regardez autour de vous ces hommes puissants qui reprennent peu à peu leur apparence habituelle. Mais vous savez maintenant qu'ils ne seront plus jamais les mêmes à vos yeux. Une dernière chose, Antoine, qui vous dit Gaël en rangeant précieusement ses instruments sacrés. Ce que tu as vécu ce soir, tu peux le revivre, mais jamais seul, jamais sans précaution, jamais sans respect pour ces forces que nous avons manipulées. Ces substances sont des alliés, pas des maîtresses. Ces conseils résonnent avec sagesse dans votre esprit, encore légèrement altéré. Vous comprenez intuitivement qu'il a raison. Ce type d'expérience exige maturité, préparation et respect. Alors que la soirée touche à sa fin, Florent vous prend à part pour un dernier entretien privé. Antoine, je vais te confier une mission particulière. Je veux que tu documentes discrètement nos futures séances. Pas pour l'histoire officielle, bien sûr, mais pour les archives secrètes que nous léguerons à nos successeurs. Une mission de chroniqueur secret. L'idée vous excite autant qu'elle vous effraie. Documenter ces rituels vous placera au cœur d'un des secrets les mieux gardés de l'Égypte. J'accepte, mon pharaon. Mais comment vais-je expliquer mes absences répétées? Nous trouverons des prétextes officiels. Mission diplomatique secrète. Recherche dans les archives anciennes. Consultation avec des sages. Ne t'inquiète pas pour les détails pratiques. En quittant le palais, aux premières lueurs de l'aube, vous portez en vous un secret qui changera votre vie à jamais. Vous savez maintenant ce que les pharaons font vraiment. La nuit, ils explorent les territoires interdits de la conscience humaine pour mieux servir leur peuple et honorer leurs ancêtres. L'Égypte que vous pensiez connaître n'était qu'une façade. La vraie Égypte, celle des pharaons visionnaires et des prêtres alchimistes, vient de s'ouvrir à vous et vous réalisez avec un frisson d'excitation mêlé d'appréhension que votre véritable aventure ne fait que commencer. Désormais, quand vous verrez Florent Manodou tenir audience dans la salle du trône, quand vous assisterez aux cérémonies officielles du temple de Ra, quand vous rédigerez les chroniques publiques du règne, vous saurez qu'il existe une autre réalité, parallèle et secrète, où les dirigeants de l'Égypte puisent leur véritable inspiration. Un secret que seule une poignée d'hommes dans l'histoire ont eu le privilège de partager. Un secret que vous porterez jusqu'à votre dernier souffle et que vous transmettrez peut-être un jour à un autre scribe, curieux et digne de confiance. Car après tout, c'est ainsi que les grandes traditions se perpétuent, dans l'ombre, loin des regards profanes, transmises de confident en confident à travers les siècles. Et vous venez de devenir un maillon de cette chaîne millénaire qui unit les pharaons d'hier à ceux de demain dans une quête commune. Repousser les limites de la conscience humaine pour mieux comprendre les mystères de l'existence. Voilà ce que les pharaons faisaient vraiment la nuit. Impossible à croire? Peut-être. Mais après ce que vous venez de vivre, vous savez que la réalité dépasse souvent la fiction et que les plus grands secrets de l'histoire se cachent parfois dans les recoins les plus inattendus du pouvoir.